Alors déjà, vous voyez le titre, je ne suis pas Sébastien Colson. En fait, il a eu un problème et il m'a demandé de le remplacer à pied levé. Donc, je vous demande de ne pas être trop exigeant vis-à-vis de moi parce que c'est assez difficile comme ça à la dernière minute de remplacer. Mais je vais faire de mon mieux. Alors, pour avancer... Alors, le contexte de cette étude, alors en fait, Sébastien Colson a fait une thèse sur l'éducation thérapeutique et l'enfant en pédiatrie, sur la prise en charge des programmes sur l'éducation thérapeutique dans la région PACA. Le contexte, il s'est basé sur les recommandations et la législation. Par rapport à ça, son étude a été sur l'acquisition, la mobilisation et le maintien des compétences d'auto-soin et surtout rendre le patient autonome avec l'adhésion au traitement. Il s'est servi aussi de toutes les définitions généralistes et on le verra un petit peu plus loin. Et sa question de recherche était: quelles sont les spécialités d'une éducation thérapeutique dans une population pédiatrique vis-à-vis d'une éducation thérapeutique dans la population générale? Vous voyez déjà, la question de départ est difficile à dire. Donc les objectifs et la méthode qu'il a utilisée pour cette recherche, c'était de réaliser une clarification de concepts sur la spécialité d'éducation thérapeutique en pédiatrie, et avec un objectif spécifique d'identifier les spécificités de l'éducation thérapeutique appliquée à la population pédiatrique. Il a utilisé pour ça la méthode d'analyse du concept de Rogers, qui est identifié un contexte en ETP. C'est ce qu'il a fait. Une sélection des documents appropriés avec une bibliographie. Il a fait une recherche de bibliographie. Ensuite, il a collecté ces données à partir des publications qu'il a pu trouver pour après en faire une analyse et une discussion. Cette analyse, il a fait une publication de la revue de santé, de tous les résultats qu'il a vus dans la bibliographie. Vous pouvez après retrouver sur Internet, on le voit. Dans le dossier documentaire que vous avez dans le dossier du participant. Bon, ben voilà, parfait. Donc vous n'avez pas besoin de rechercher. Alors, il s'est basé surtout sur l'environnement psychosocial et la vie quotidienne des patients. Sa recherche a été basée sur l'environnement et pas sur le sur la technique et sur l'auto-soin. C'est surtout sur le psychosocial. Ce qu'il a fait, c'est il a démarré avec des définitions communes sur l'éducation thérapeutique, et pour ça, bien sûr, il a démarré sur la maladie chronique, sachant que l'éducation thérapeutique est basée sur toutes les pathologies chroniques. Il intervient au moment du diagnostic, suite au diagnostic. Pour ça, l'éducation thérapeutique du patient, donc comme vous pouvez voir sur le schéma, il y a les activités, les informations, les soutiens psychosociaux. Donc du coup, il s'est basé sur les données classiques de l'éducation thérapeutique. Et ensuite, vous avez l'amélioration de santé de l'enfant, l'amélioration de la qualité de vie. La différence qu'il y a entre l'éducation thérapeutique générale et que l'on retrouve chez l'adulte, comme il l'a présenté au départ, c'est qu'avec les enfants, on a une triade relationnelle. Cette triade relationnelle, elle est indissociable dans l'éducation thérapeutique. Vous avez bien sûr les parents, les soignants spécialisés et l'enfant. Ce que vous avez en plus, c'est le partenariat collectif. Chez l'enfant, il y a un partenariat qui va entourer cet enfant. Vous avez la fratrie, vous avez les grands-parents, et vous avez aussi tout ce qui est à l'extérieur de sa vie, l'école, la crèche, et il en a tenu en compte pour pouvoir développer cette recherche.
En pédiatrie, il faut aussi adapter les méthodes et les outils d'apprentissage. Tout à l'heure, on a fait un atelier sur les outils et on a bien vu qu'on ne peut pas animer un atelier d'éducation thérapeutique en pédiatrie comme on l'animerait chez l'adulte. On doit bien sûr s'adapter à l'âge, comportement cognitif de l'enfant et aux connaissances qu'il peut avoir et au milieu dont il vit. Donc du coup, ça demande pour les soignants une créativité, je ne vais pas dire qu'il n'existe pas chez les adultes, mais qui est indispensable pour les soignants en pédiatrie, où cette créativité, elle doit être un petit peu plus adaptée à chaque enfant et plus difficile. J'en profite, il n'y a que de la pédiatrie, donc je peux critiquer l'adulte. Ensuite, l'acquisition et l'évaluation des capacités et des compétences vont se faire à partir de là. Alors, quels ont été les résultats de cette étude? Il y a eu une identification de 5 attributs spécifiques à l'ETP en pédiatrie. Donc, les méthodes, les pédagogiques et les compétences de développement sont différentes en fonction du développement du stade de l'enfant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour les petits-enfants, les moins de 7 ans, en général, ce sont les parents. L'éducation, elle est faite pour les parents. À partir de l'âge de 7 ans, on sait qu'on peut déjà commencer à s'adresser aux enfants progressivement, selon leurs besoins et leur adaptation. C'est-à-dire qu'après, on va dire entre 7 et 10 ans, jusqu'à l'adolescence, et en sachant que l'adolescence, maintenant, on commence de plus en plus jeune et qu'on sait qu'à partir de 12 ans, on peut les considérer comme des adolescents. Et là, on va un petit peu dissocier l'éducation thérapeutique, où effectivement, il y aura l'adolescent, on va en tenir compte, avec, alors là, lui, il a mis plus ou moins par an. Je ne suis pas trop d'accord. Je trouve que l'adolescent a encore besoin d'être accompagné de ses parents, même si on le fait un petit peu différemment. Mais je pense qu'il y a encore, les parents sont encore nécessaires dans cette démarche. C'est une démarche participative, inscrite dans la promotion de la santé. Et du coup, on a tenu compte de ces résultats en ETP et de la recherche pour pouvoir un petit peu continuer. Alors, cette expérience de l'ETP, comment ça s'est passé? La prévalence, alors on va parler un petit peu là du diabète, la prévalence du diabète entre les 9 et 19 ans en France, et en 2010 d'environ 17 000 patients, et en prévision en 2025 environ 25 000 patients. Donc du coup, l'éducation thérapeutique est quelque chose de primordial dans cette pathologie, pour ceux qui s'occupent d'enfants avec un diabète, vous le savez aussi bien que moi. Entre la prévalence à 77% en France des enfants qui ont un diabète, c'est entre le 10 et 19 ans, sachant que maintenant on a de plus en plus de petits dans les diagnostics, les annonces de diagnostic, mais la prévalence est entre 10 et 19 ans. Le diabète de type 1 est en pédiatrie à 90%, c'est en pédiatrie où on les découvre le plus de diabète inaugural. On ne guérit pas du diabète, comme vous le savez aujourd'hui, mais on apprend à vivre avec. Et l'éducation thérapeutique, et ça, on apprend aux enfants à vivre avec leur maladie, et la famille aussi. Les recommandations que je vous conseille d'aller voir sont sur l'ISPAD, qui est une recommandation internationale pédiatrique sur le diabète. Et dans ces recommandations internationales, il est recommandé qu'il y ait que l'éducation thérapeutique est la clé de la réussite de la stratégie de soins de la maladie diabétique, avec des programmes éducatifs structurés et pluriprofessionnels, une compétence d'auto-soin avec des changements de comportement que l'on doit avoir à l'annonce du diagnostic, et surtout l'évaluation et le réajustement au fur et à mesure que l'enfant grandit, parce que les problématiques vont être différentes selon la tranche d'âge des enfants.
Alors le déroulement de cette recherche, elle s'est fait comment? On a commencé par un diagnostic éducatif qui permettait d'inclure ces enfants, parce qu'on a vu que les adolescents, hein, en fait. Alors je dis on parce que j'ai fait partie de cette étude, hein, Val Prévert a fait partie de cette étude. Donc du coup, on faisait de l'éducation thérapeutique avec 4 ou 5 séances, et ensuite on les revoyait un mois après dans un bilan de fin de programme pour refaire un bilan. Et ensuite, les médecins recevaient ces patients pour un bilan de suivi 3 mois après. Donc du coup, c'était une recherche qui était et quantitative et qualitative. Donc les résultats de cette étude ont été aussi publiés. J'espère que vous l'avez aussi, tant mieux. Alors, comment ça s'est passé? La participation, le nombre attendu des participants était au départ de 61 adolescents. Finalement, il a été très très difficile de recruter ces adolescents parce que quand ils s'engageaient à rentrer dans l'étude, ils devaient faire les fameuses 4 séances d'éducation thérapeutique, et il y a des centres qui n'ont pas pu gérer ces séances-là, et du coup ont préféré ne pas participer à l'étude. Finalement, le nombre d'inclus dans ce programme a été de 34. Donc vous voyez la différence, hein, on n'était vraiment pas nombreux. Le nombre d'adolescents ayant fini en totalité cette étude était uniquement de 17. Donc vous avez vu, c'est une étude où il y a eu beaucoup de perdus de vue. Et donc du coup, on voit la difficulté de mobiliser ces jeunes adolescents à venir avec des problèmes de transport, des problèmes de mobilisation. Voilà, en fait, l'écueil qu'il a eu au niveau de cette étude. Alors, les raisons évoquées: obligation de rentrer dans un programme suite à une mauvaise hémoglobine, une séance le mercredi après-midi. Du coup, il y en avait beaucoup qui préféraient aller faire du sport au lieu de venir en éducation thérapeutique. Et la fréquence était trop régulière pendant les semaines. En fait, si vous voulez, comme on devait inclure cette éducation thérapeutique sur un mois, du coup, ça ils devaient revenir toutes les semaines. Et pour eux, c'était devenu compliqué. En général, ils sont presque tous venus au bilan initial, mais ils ont fait une première éducation thérapeutique, mais rarement ont fini les autres. Alors, les résultats: identification des facteurs liés à l'évolution d'auto-efficacité. Hein, c'était le soutien social est un levier. Hein, les discours sont très pessimistes. Hein, on a reçu des discours très pessimistes et qui ont été un obstacle pour les résultats. Et le renforcement de l'éducation thérapeutique par des ateliers sur des compétences psychosociales, pour l'instant, n'ont pas été faites. Hein. Influence sur l'activité des proches envers l'adolescent sur les comportements d'autogestion. Il n'y a pas eu d'implication pendant ces séances de TP. Ce sont été des séances qui étaient plutôt informatives, où on parlait surtout du diabète, avec le médecin qui parlait la physiopathologie, la diététicienne et le sport. Mais on n'a pas parlé du tout du psychosocial, et du coup ça manquait dans l'enquête. Le TP à l'hôpital sur le temps libre, un frein à la participation, et on s'est rendu compte que finalement les ados, ils n'avaient pas envie de revenir à l'hôpital pour faire cette étude-là, et que c'était surtout ça l'écueil, le frein à la participation. La démarche participative de l'ETP mise en avant dans l'analyse des concepts, hein, c'était ça aussi qui était à la base souhaité, avec une nécessité d'impliquer les adolescents, leurs familles et les professionnels de l'ETP dès la conception du programme jusqu'à l'évaluation. Donc ça aussi, ça a été un écueil, parce que on n'avait pas le même programme partout, dans tous les centres. Donc c'était le centre qui choisissait son programme, et je pense que ça aussi, ça a été un biais pour lui.
cette étude lui a permis quand même de faire une nouvelle étude. En fait, c'était une première approche pour voir comment pouvoir développer différemment. Et la deuxième étude a été sur les besoins et les attentes des adolescents diabétiques de type 1 et de leur approche des professionnels de santé en termes de séances d'éducation. Donc du coup, l'objectif, c'était d'explorer les attentes des adolescents, parce qu'il s'est dit, finalement, si on leur impose de l'éducation thérapeutique, ils ne viennent pas. Et ça, on le sait tous, nous, dans nos pratiques. Donc du coup, il s'est dit, on va changer et on va leur demander quelles sont leurs attentes de leurs parents, des professionnels, pour concevoir des programmes d'éducation thérapeutique qui répondent le mieux à leurs besoins. Pour ça, il a fait 10 focus group dans plusieurs établissements avec des adolescents. En fait, il a réussi à avoir 28 adolescents, 9 parents et 11 professionnels de santé. Dans ces focus group, nous n'étions pas mélangés. Il y avait des focus group avec les adolescents, des focus group avec les parents et des focus group qu'avec des soignants. La grille du focus group était la représentation du diabète et des traitements associés, la difficulté dans la gestion du diabète et les changements qui étaient souhaités, et la difficulté rencontrée dans les séances d'éducation thérapeutique et quelles améliorations on pouvait y apporter. Alors, finalement, dans le codage, qu'est-ce qui est ressorti? C'est la confiance. La confiance est une préoccupation centrale. Spontanément, ça a été évoqué spontanément, et récurrent dans le cadre des relations adolescents-professionnels et adolescents-parents. La référence à un vécu de relationnel en lien avec les capacités des adolescents à modifier des compétences d'autogestion, c'est dans ça que... C'est vraiment la confiance, c'est ça qui est ressorti de cette analyse. Construire une relation de confiance est vraiment l'enjeu de l'éducation thérapeutique et on en est tous conscients. La confiance, par rapport à la qualité de vie et par rapport à la compétence d'autogestion. Si on n'a pas la confiance du patient, on ne peut pas avoir d'échange, il n'y a pas de communication et pour le coup, on n'arrive pas à avoir d'échange effectivement. La confiance est un outil thérapeutique favorisant l'autonomie. La non-observance des adolescents est associée à une rupture de lien de confiance, très souvent, et souvent intentionnelle. Donc on voit, et c'est surtout, là on le verra après avec les parents, les adolescents nous disaient, finalement, moi ils sont toujours derrière moi, et maintenant je fais tout pour les embêter, et je sais qu'au moins je les touche quand je ne fais pas mes injections, parce qu'au moins là ils sont inquiets. Et donc du coup, on verra un petit peu dans les verbatims comment ça s'est passé. Donc là, vous avez la verbatim des professionnels vers les adolescents. Au début, tant qu'ils ne nous font pas confiance, il n'y a rien qui se passe. Après, dès qu'on arrive vraiment à dépasser ça, c'est plus facile d'avancer avec eux. Ça, dans nos échanges, on le voit souvent. Alors, il y en a qui tissent un lien facilement, mais ils cherchent à le rompre souvent. Et quand ils le rompent, ils sont dans la non-observance. Ça a été relevé par une psychologue au moment des focus group. Ensuite, vous avez la confiance est un outil thérapeutique facilitant l'autonomie, ça on l'a déjà vu. La non-observance de l'adolescent est associée à une rupture, donc je pense qu'il se redit là. Là maintenant, c'est le va-et-vient qu'il a pu faire entre les professionnels et les adolescents et vice-versa. Les professionnels ne font pas assez confiance, c'est ce qui a été relevé, c'est surtout par les adolescents, pensent que je suis non-observant intentionnellement, se focalisent sur ma maladie et non sur mon propre vécu, n'ont pas une attitude cohérente à mon égard. Donc ça, c'est des verbatims qui ont été tirés des focus group des adolescents. L'adolescent vis-à-vis du professionnel, des verbatims aussi, je veux qu'il nous fasse plus confiance. Après, il y en a qui font confiance ici, mais après, ça dépend des personnes. Il y a des médecins qui pensent que je ne me suis pas piqué pour être que je me suis piqué ou pas piqué pour être en hypo ou en hyper.
Sauf que ça fait bientôt 13 ans que j'ai un diabète et je ne vais pas me mettre en danger. Donc c'est vrai que cette confiance, elle est importante. Hein. C'est vrai qu'ils vivent avec cette maladie depuis de nombreuses années et qu'il faut écouter ce qu'ils ont à nous dire. Quelques minutes encore? C'est ça que vous Mais avez? je sais plus. Pour laisser deux questions Non, aussi. mais je suis à 17, ça va aller vite. Alors les professionnels ne me font pas confiance, pensent que je suis non observante. Donc là on va faire les parents vis-à-vis des adolescents, ça aussi c'est intéressant. Mon enfant est capable d'être raisonnable et d'être autonome, mais les adolescents sont insouciants et joueurs, ils n'aiment pas suivre les règles. Ça c'est l'adolescent. Et là on a des verbatims. On est quand même là à faire attention parce que c'est un adolescent et qu'il a le droit à son insouciance. Ça c'est un père. Les règles existaient déjà avant et du coup, il remet en question toutes les règles, il s'oppose à toute forme de règles qu'il puisse exister. Voilà, il est dans l'opposition totale, ça c'est une maman, mais bon, est-ce que c'est pas... c'est l'art de l'adolescence hein Ensuite, entre le parent et l'adolescent, mes parents ne me font pas confiance, me surveillent constamment, ne me croient pas, m'empêchent d'appliquer des conseils des professionnels. Alors ça aussi, on peut le voir quand on est en consultation, les conflits que l'on peut avoir entre les parents et les adolescents, ou en diabéto, très souvent, on attend le taux d'hémoglobine pour voir si on peut leur donner une bonne note ou une mauvaise note. Et du coup, il n'y a plus d'échange qui peut se faire avec des verbatims d'adolescents. Ils ne me font pas confiance. Ils n'arrivent pas à dire quand je dois le faire tout seul, gérer le diabète tout seul. Ils sont toujours derrière nous, ils sont toujours en train de me surveiller. Il faut qu'en fait ce soit la personne qui est professionnelle qui le dise. Moi, on s'en fout de ce que je dis. Et c'est comme si on va mentir pour eux. Mais non, tu n'as pas raison, il ne faut pas que tu fasses ça, etc. Voilà. Et du coup, ils ne se sentent pas écoutés. L'interprétation des résultats, les tensions relationnelles avec les adultes, il y a une ambivalence entre la nécessité de faire confiance à l'adolescent et la méfiance inspirée par des stéréotypes sur l'adolescence. Comme on a pu voir, ils sont insouciants. Et pour les adolescents, clairvoyants sur la manière dont ils sont perçus et reprochent aux adolescents de ne pas chercher à comprendre les difficultés auxquelles ils font face. Quel enjeu pour le TP? Une spirale complète et dynamique dans la construction du climat relationnel où la méfiance des uns est toujours susceptible de renforcer celle des autres. D'où la nécessité de travailler sur les systèmes de représentation à partir desquels les auteurs vont donner sens à la relation thérapeutique. Favoriser l'interaction entre les pairs, on sait que c'est toujours valorisant. Accompagner des adolescents diabétiques dans la construction de certaines séances de TP, pourquoi pas. Les aider à animer, on essaye de le faire de plus en plus. Impliquer davantage les adolescents en tant qu'acteurs de leur propre santé, comme patients experts, valoriser leur propre expérience et favoriser l'apprentissage, vicariant le soutien social et l'autonomie. Les séances intéressantes à évaluer, les adolescents ne sont-ils confiance dans un complexe hospitalier où la légitimité du discours sur la santé est détenue par les professionnels. Donc effectivement, c'était peut-être un écueil de faire ces réunions à l'hôpital où les enfants, c'est l'hôpital, peut-être les faire à l'extérieur. Instaurer cette nouvelle pratique fera-t-elle évoluer les représentations des parents? Sera-t-elle davantage confiance à leurs enfants diabétiques? Voilà. Je vous remercie et je m'excuse pour mes hésitations, mais... Il y a une ou deux questions, on va prendre deux, trois questions entre chaque intervention, s'il y en a, s'il y a des remarques, des témoignages ou des questions sur ce qui a été présenté. Oui. Simplement. Et si vous pouvez vous présenter à chaque fois, c'est intéressant. Je suis Fabienne Carré, je suis agricultrice, cadre de santé, formatrice à l'ICI Saint-Jacques, auprès des étudiants infirmiers de 2e année.
Bon, c'était plus au tout début de l'étude, vous avez présenté des tranches d'âge Oui. en disant que l'éducation thérapeutique s'adressait à l'enfant directement à partir de l'âge de 7 ans et ça m'a interpellée parce que pour moi il me semble que ça peut commencer beaucoup plus tôt. L'enfant est capable de comprendre un certain nombre de choses dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Alors là, je vous rejoins complètement, mais l'éducation thérapeutique, elle doit être accompagnée des parents. Parce qu'à l'âge de 7 ans, on ne peut prendre pas, ils ne peuvent pas prendre de décision et ils ne sont pas capables de comprendre vraiment la finalité. Alors bien sûr, dans l'auto-soin, on le fait, même avant 7 ans, je suis complètement d'accord. Ils arrivent à faire une surveillance glycémique seule, certains même arrivent à faire leurs injections, mais de là à parler du psychosocial, de l'adaptation dans la vie de tous les jours du diabète, c'est difficile avant l'âge de 7 ans. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre aussi à cette question. Oui, peut-être. Non, moi juste une remarque. Je suis Véronique Ney, je m'occupe de surpoids, de l'obésité de l'enfant, je suis pédiatre. Pour l'obésité, par exemple, réellement, avant 7 ans, alors 7, 5, 6, je ne sais pas, il n'y a pas un âge, on peut des enfants, hein, Oui. mais il y a des tas d'études qui ont montré que de s'occuper uniquement des parents et de s'adresser uniquement aux parents était aussi plus efficace que... alors pour l'obésité, qui concerne vraiment le mode de vie, des achats, des choses que l'enfant ne maîtrise absolument pas, c'est peut-être un petit peu différent de pathologies comme l'asthme ou le diabète où il y a des compétences de soins à acquérir, mais ça se discute. Et c'est vrai que pour le tout petit, vraiment, les parents doivent être en premier, même si on peut s'adresser à l'enfant avec vraiment des choses qui les concernent eux directement. Il faut vraiment s'adresser, enfin, à mon sens, pour l'obésité en tout cas, s'adresser en priorité aux parents. En priorité. Voire même que... Mais même dans l'auto-soin, si un enfant est autonome très jeune, moi je vois dans mon expérience professionnelle, on arrive après à l'adolescence où il y a un ras-le-bol, où ils ont besoin d'être accompagnés de leurs parents pour pouvoir prendre des décisions. C'est pas un enfant qui va prendre une décision d'adapter une dose ou de changer. Ils ont besoin de, même si effectivement on les accompagne, mais prendre une décision à cet âge-là est difficile parce que dans leur développement et dans la conception des choses, ils ne sont pas encore assez mûrs pour pouvoir prendre des décisions. Oui. Oui, Magali Sam, moi je coordonne des programmes pour enfants asthmatiques. C'est juste une remarque. Je vous remercie de mettre en avant justement le double travail qu'on fait, et auprès des enfants et auprès des parents. Et j'ai peut-être aussi un troisième qui est quand on les a en commun, puisqu'on fait des ateliers communs. Et voilà, dire qu'il y a vraiment quasiment un triple travail dans cette population-là. Il y a une triade qui est indissociable. C'est-à-dire qu'en pédiatrie, c'est vraiment la différence que l'on a avec l'adulte, où de plus en plus on travaille avec les aidants, mais là c'est indissociable. On ne peut pas travailler, et dans toutes les pathologies chroniques, vous parliez de l'obésité, mais dans toutes les maladies chroniques, on est obligé de travailler. Est-ce que ça implique en termes d'organisation, de créativité, Bien de sûr. présence, d'accompagnement? Tout ce que implique en plus et sans financement. Et sans financement. Oui. Merci. Une autre question avant qu'on passe à la suivante? Une petite chose par rapport à ce que vous venez de dire là. Je pense que les deux positions se soutiennent et se complètent. L'enfant a à savoir qu'il est en difficulté, qu'il y a quelque chose de spécifique à faire pour lui, et à entendre aussi, quand il est petit, que ce sont ses parents qui vont décider pour lui. Mais on peut lui dire ça, au moins. C'est-à-dire qu'il y aura au moins ce double discours. On s'occupe de toi, mais on te dit ce que l'on fait pour toi. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, si on lui fait porter trop tôt la chose, je peux comprendre qu'à l'adolescence, il en est ras-le-bol. Et que ce soit pour lui quelque chose qui n'est plus tenable parce qu'il a été responsabilisé trop tôt. Donc c'est comment on dit à l'enfant, non pas qu'il doit faire, mais qu'on s'occupe de lui. Mais qu'il est quand même conservé par le discours qui touche aux soins, enfin qui le concerne. Donc c'est assez compliqué en fait. Oui, mais on le voit quand on fait des séances d'éducation thérapeutique qui sont concernés, parce qu'on les voit, ils donnent leurs avis ou ils font des petits dessins à côté, on a l'impression qu'ils n'écoutent pas, mais en réalité on voit bien qu'ils écoutent, parce qu'après on arrive à retranscrire, bien sûr. Merci.
C'était Chantal Starkerman, et du coup, elle a fait la transition parfaite parce que c'est l'intervenante prochaine. Donc je vais lui demander de venir. Merci à Martine Sampère pour son intervention au pied levé en remplacement de Sébastien.